Nous sommes de retour pour le décryptage sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de l'avenir de la démocratie en Afrique. Après presque 2 décennies d'expérimentation du renouveau démocratique, certains pays africains ont réussi l'épreuve de l'alternance au sommet de l'État. Mais d'autres, par contre, ont réussi à contourner de manière légale, voire astucieuse, les balises constitutionnelles, malgré les contestations des oppositions ou encore de la société civile. Face à ce constat, il y a lieu de se demander si l'Afrique n'a-t-elle pas besoin d'une démocratie tropicalisée adaptée à ses réalités. Répétition des crises en période des élections en Afrique. Doit-on réinventer la démocratie pour les pays africains? Nous ferons le débat tout à l'heure avec nos invités. Notre deuxième sujet du jour porte sur le Nigeria, où le gouvernement du président Buhari a constaté le détournement de 15 milliards de dollars dans des contrats fictifs d'armement par l'équipe de l'ex-président Goodluck Jonathan. Mais le président Muhammadu Buhari pourra-t-il aller jusqu'au bout de ses ambitions de lutte contre la corruption dans ce pays sans se faire taxer de chasseur de sorcières? Nous en parlerons également dans un instant. Enfin, le dernier sujet à décrypter sur les portes, du moins sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une infographie réalisée par nos confrères du magazine Jeune Afrique a démontré que 54% des résolutions prises depuis 2006 par l'ONU ont été consacrées à l'Afrique et pourtant rien ne semble véritablement évoluer dans les pays concernés. À quoi servent alors ces résolutions des Nations Unies? C'est une question à laquelle nous essaierons de répondre avec nos invités. Madame, Monsieur, cela présente donc le décor de cette émission. Avant de lancer le débat, je vous propose de suivre ici un récapitulatif de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash d'information. Au moins 16 civils ont été massacrés dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une attaque dans un village de la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la région de Béni et aux confins de l'Ituri voisine, les rebelles ougandais de l'ADF sont régulièrement accusés d'être les responsables d'une succession de massacres et d'attaques contre des civils. Le Conseil constitutionnel tchadien a confirmé dans la nuit de mardi à mercredi la réélection pour un 5e mandat du chef de l'État Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans dès le premier tour de la présidentielle du 10 avril. Idriss Déby a obtenu 59,92% des voix suivi par le chef de file de l'opposition Saleh Kedzabo. La police kenyane a annoncé avoir arrêté 3 Kenyans suspectés d'appartenir à un réseau terroriste œuvrant pour le groupe État islamique et qui prévoyait selon elle une attaque à l'entrace, des affirmations tempérées mercredi par des sources sécuritaires occidentales. Mohamed Abdi Ali, le leader présumé du groupe, a été arrêté au Kenya et est en détention pour 30 jours, le temps pour les enquêteurs d'assembler les preuves. C'était là un condensé de l'actualité sur le continent africain. Madame, Monsieur, nous sommes de retour. Et le décryptage de ce jour se fera avec Moïse Soudé. Il est journaliste et analyste politique. Il vit au Bénin. Il est sur ce plateau pour apporter donc sa contribution à la compréhension des 3 sujets prévus à l'ordre du jour. Moïse Soudé, bonjour et bienvenue sur le plateau de Sika. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Un autre invité sur ce plateau, il s'appelle Maître Alain Orunla. Lui, il est un habitué, un consultant maison. Maître Alain Orunla est avocat inscrit au barreau de Cotonou au Bénin. Maître Alain Orunla, bonjour et bienvenue. Bonjour Joël, bonjour Moïse. Je reste avec vous, Maître Alain Orunla, pour démarrer ce débat. Mais, Madame, Monsieur, je vous propose de découvrir, de suivre cette virgule avant que je ne lance le débat. Notre premier sujet de ce jour porte sur l'avenir de la démocratie en Afrique. Après 2 décennies d'expérimentation de la démocratie ou du renouveau démocratique en général, certains pays africains ont réussi l'épreuve de l'alternance au sommet de l'État. Mais par contre, d'autres ont réussi à contourner de façon astucieuse, voire malicieuse, les balises constitutionnelles que les pays se sont librement adoptées. Alors, que se passe-t-il dans ces pays ? Quel constat peut-on faire de cette situation? Un constat justement qui nous amène à vous demander, Maître Alain Orunla, pourquoi la démocratie ne marche-t-elle pas comme cela se doit dans certains pays africains? La démocratie ne se contente pas de ne pas marcher dans certains pays, mais elle n'a pas non plus
le succès escompté dans les pays dans lesquels vous constatez seulement il y a certains pays une alternance. Qui font l'alternance. Il y a la société civile L'alternance qui est éveillée, est un l'opposition bon qui veille au grain. critère. L'alternance est un bon critère, mais ce n'est pas le critère, le paramètre le plus fiable pour mesurer l'application des règles démocratiques. Et si cette démocratie ne fonctionne pas bien ou fonctionne mal dans nos pays, c'est moins à imputer aux institutions que nous avons héritées de nos colons ou que nous avons copiées de nos anciens colonisateurs que la qualité de la gouvernance. Parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Les institutions existent, elles sont perfectibles. Les mauvaises institutions peuvent très bien faire recette si nous avons les bons hommes pour les animer. Et les meilleures institutions peuvent échouer tout simplement parce que les hommes chargés de les animer ne sont pas à la hauteur. Et malheureusement, c'est le constat qu'il est donné de faire dans nos pays parce que la qualité de la gouvernance n'est pas au rendez-vous, parce que les gens qu'il faut ne sont pas à la place qu'il faut, parce que le concept de tropicalisation, qui n'est pas une adaptation pour améliorer, mais une promotion de nos vilains réflexes, incompétence, gabégie, corruption. C'est relatif. Bon, ça dépend. Népotisme, je vous laisse finir. Tricherie. Quand on va à une compétition électorale, le but, c'est de promouvoir un programme honnête, sincère, pour sortir le pays qu'on aspire à diriger du mauvais pas dans lequel il se trouve. Les compétitions électorales sont devenues des joutes où l'argent règne, où c'est à celui qui sera le plus rusé, le plus malicieux, qui réussira à opérer ce que nous, juristes, appelons la séduction dolosive, et on va pour assouvir ses propres intérêts. La compétition politique et l'aspiration à gouverner devraient être fondées sur des valeurs citoyennes. Malheureusement, on y va pour s'enrichir, on y va pour régner, on y va pour user et abuser du pouvoir. Alors, lorsque ces paramètres sont faussés, sont biaisés, sont viciés, ce n'est pas étonnant que la gouvernance ne fonctionne pas. La gouvernance, au-delà des institutions, exige compétence, exige contrôle, exige sanction. La compétence, elle est mal utilisée. Le contrôle, il est effectué par ceux qui agissent, donc ne se contrôlent pas. La sanction est éludée. Et donc, ce que nous avons dans les pays où il y a l'alternance comme le nôtre, heureusement, c'est tout simplement une sanction politique, malheureusement, fondée sur des raisons autres que celles qui doivent contribuer. La Constitution est respectée dans tous les cas, la Constitution est respectée dans ces pays. Vous parlez du Bénin, par exemple, la Constitution est respectée. Le Burkina, qui vient d'avoir un nouveau président, il y a des pays où la Constitution est respectée. Le Sénégal, par exemple. Mais pourquoi est-ce que certains pays s'offrent le vilain luxe, le vilain plaisir de voir comment tordre le cou à leur Constitution? Certains chefs d'État préfèrent tordre le cou et rester au pouvoir. Est-ce que cela n'a pas une définition, une compréhension plutôt culturelle? C'est humain. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, tout homme qui a du pouvoir... Parce que vous avez parlé de corruption, ça n'existe pas que seulement en Afrique. Non. Est-ce qu'il ne faut pas voir le problème sous un autre angle? Non, la corruption est un facteur déterminant. C'est la corruption dans tout. Ce n'est pas seulement la prévarication. Il y a la corruption électorale qui semble être devenue une institution. Dans tous les pays au monde. Il y a des dispositions et des dispositifs le Brésil, on en parle encore, qui sont mis en place pour limiter l'effet de cette corruption, pour sanctionner cette corruption. Par exemple, les frais de campagne sont limités dans la plupart des démocraties et lorsqu'ils sont dépassés, la sanction tombe et ça peut aller jusqu'à l'invalidation. La corruption n'est pas un mode de conquête, n'est pas un mode de gouvernance, c'est des épiphénomènes, des incidents qui sont corrigés. Or, dans nos pays, la chose semble institutionnalisée et donne l'impression d'ailleurs de devenir le mode idéal de conquête du pouvoir et de fonctionnement. Je termine là-dessus en disant que ce ne sont pas les institutions qu'il faut réformer, c'est les hommes. Parce que c'est la qualité de la gouvernance. Respecter la Constitution ne suffit pas, mais c'est appliquer son mandat en toute bonne foi, avec la loyauté qui doit l'accompagner, avec le souci permanent de rendre service à son pays, de rendre service à ses concitoyens, par l'application déjà des règles et des mécanismes en fonction, et non pas chercher à tordre le cou. Alors, l'alternance dans certains pays, c'est très bien, mais faudrait-il qu'il s'agisse d'une alternance de qualité
Et ça c'est un autre débat. C'est le vrai débat en réalité. Nous parlons du respect de la démocratie, des principes constitutionnels. Alors Moïse Soudé, vous, selon vous, pourquoi est-ce que dans certains pays africains où on a librement adopté le renouveau démocratique, on se trouve le plaisir par la suite de changer les règles du jeu en plein match? On modifie les constitutions. Je voudrais d'abord qu'on fasse un constat. Cela se passe uniquement dans les pays francophones. Dans les pays anglophones, l'alternance, la démocratie évolue très bien. Mais les pays francophones sont encore sous tutelle. Et le président... Non, ce sont des pays qui ont eu l'indépendance depuis les années 60. On appelle ça une indépendance nominale, c'est sur papier. Mais en réalité, nous sommes encore sur tutelle. Donc vous pensez que c'est plutôt l'Hexagone, l'Occident qui est derrière non, ces genres au-delà même de ce fait-là, en Afrique, on dit que le chef ne connaît pas son successeur. Et les gens, ils veulent s'éterniser au pouvoir et mourir au pouvoir. Donc cela les amène parfois à tripatouiller les constitutions. Dans tous les pays africains, cela a été tenté. Même au Bénin, les gens l'ont tenté, c'est parce qu'ils n'ont pas eu cette ouverture-là. Tous les pays présidents africains veulent rester. Donc c'est un facteur culturel où on dit qu'on est au pouvoir, le roi est là jusqu'à la mort. Et les chefs africains ont voulu, en griffe, tropicaliser la démocratie pour dire nous devons rester au pouvoir jusqu'à la fin, même s'il faut faire le malheur de ses compatriotes. Quelque part, est-ce qu'ils n'ont pas raison? Parce que la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Europe, est-ce qu'il faut transporter la même chose en Afrique? Est-ce que culturellement, les Africains peuvent supporter la rigueur de la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Europe? Et ça dépend des hommes et des institutions. Vous voyez, quand les élections se passent en Afrique, d'abord, l'élection n'est pas un facteur déterminant pour la démocratie. Il faut le respect de la liberté, il faut un certain nombre de choses, mais le président qui est là, tout à l'heure, Maître Ronla a parlé de la corruption, a parlé des prévarications. C'est ce qui se passe en Afrique. Celui qui est là a installé sa mafia, et tant qu'il nourrit la mafia, personne ne veut l'aider à partir. Donc il va falloir qu'aujourd'hui en Afrique... Est-ce qu'on a besoin de l'aider à partir? Il est venu sur la base d'une constitution. Pourquoi est-ce qu'il ne respecte pas? Mais vous voyez ce qui se passe en RDC. Ce qui se passe en RDC, la constitution ne permet plus au président de se représenter. Mais étant donné que le président n'a pas encore trouvé les failles pour être encore candidat, il n'est pas prêt d'organiser les élections. Parce qu'en Afrique, on vient pour s'éterniser. Il va falloir que nous fassions des réformes institutionnelles, surtout au niveau des organes chargés d'organiser les élections. Quand je parle par exemple pour les listes électorales, à base desquelles nous organisons les élections, les listes sont gonflées en fonction du camp dans lequel on se trouve. Dans les fiefs appartenant à l'appareil d'État, les listes sont gonflées. Mais par contre, dans d'autres fiefs, prenez le cas du Gabon, on a enregistré 2 millions d'électeurs alors que la population fait 1,4 million. Ça veut dire quoi? Que ceux qui sont au pouvoir, ils veulent tout faire pour s'éterniser au pouvoir. Mais l'Afrique peut trouver entre le facteur culturel et la démocratie à l'occidentale, on peut trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur la mentalité des hommes. On ne vient pas au pouvoir. Travailler sur la mentalité ou travailler sur les tests? Non, d'abord sur les mentalités. On ne vote pas pour un homme. Est-ce qu'il ne serait pas bien de voir comment tailler la Constitution pour faire un président, peut-être pas un président à vie, mais un président qui pourra faire prendre sa retraite au président? Cela est parti du fait qu'en Afrique francophone, on ne choisit pas le président à partir d'un programme de société. Parce que celui qu'on choisit, il n'a pas un programme à dérouler. Et on le choisit parce que on a peut-être pour lui de la sympathie. On choisit pas des relations ethniques et autres. Relations ethniques et par rapport à des intérêts. Donc, tant qu'on ne va pas choisir le président en Afrique à partir d'un programme de société, cela sera comme ça. Parce que celui qui a un programme de société et les compatriotes sont convaincus qu'en 5 ans, il peut exécuter son programme, on va le faire. Mais aujourd'hui... Le mal, souvent, ce n'est pas au début du mandat, c'est souvent à la fin du mandat. Il présente un beau programme de société, mais une fois qu'il vient, il prend l'appétit, il commence par manger. Même en début de mandat... Il se trouve... Même en début de mandat... Il est désigné par Dieu et que donc lui ne doit pas partir. Même en début de mandat, si nous sommes éveillés, quand vous observez bien, dans tous les pays africains, en début de mandat, le président, lui, ne met jamais en application son programme. Il pose des actes pour contenter tout le monde. On enlève les concours frauduleux, tout le monde dit que c'est frauduleux, on enlève. Mais le programme de société à partir duquel on a fait campagne n'est jamais respecté. Et le gars vient, il fait 5 ans, on trouve qu'il a bien fait, et il passe par des mécanismes pour tripatouiller, il reste là pour des années. Donc il va falloir que nous reformions les institutions et que nous travaillons la mentalité pour que l'on sache que quand on vient au pouvoir, c'est pour un temps bien déterminé. La mentalité de qui? Du chef? Ou bien de la population. Parce qu'il y a parfois, on dit, manifestation populaire qui demande au président... On suscite la candidature. On dit, le président a travaillé, il faut qu'il reste. Ça aussi, il faut travailler la mentalité de tous les citoyens, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les populations. Parce que parfois, on va surfer sur la misère
quelqu'un qui veut vous donner le règlement du sac de riz, on dit bon, il a fait notre bonheur, pourquoi ne pas l'aider à rester là, à toujours faire notre bonheur. Donc il faut travailler sur la mentalité du peuple africain. Alors, Maître Alain Ongoula, est-ce que vous ne pensez pas qu'il il est légitime quand même qu'en Afrique, qu'on voit comment revoir les constitutions, qu'on ne les calque plus sur la méthode occidentale. On sait qu'en Afrique, la notion du chef est culturellement confondue au roi, au chef coutumier. Est-ce qu'il ne serait pas bien de tailler nos constitutions en tenant compte des réalités liées à chaque peuple? Des réflexions Parce sont que l'Europe a fait plus de 200, 300 ans avant d'adopter cette démocratie. Nous, en 50 ans d'indépendance, on saute sur un travail tout fait des Européens. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir les choses? Des réflexions sont menées dans ce sens. Et je pense que c'est des réflexions, bien sûr, faites par des gens de qualité, mais qui, de mon point de vue, ne voient pas le problème. D'ailleurs, à l'entame de ce débat, nous avons voulu focaliser plus sur les institutions. Je réponds à ça que ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la fièvre. Les réformes à engager sont des réformes de mentalité, sont des réformes de l'homme, sont des réformes culturelles. Et vous posez le problème de la contradiction qui est entre la nature et la culture. L'homme naît nu, mais il s'habille. Et plus il évolue, plus il a envie de bien se vêtir. Il est né dans la difficulté, il apprend à surmonter. C'est une question d'éducation, c'est une question de pédagogie, c'est une question de respect de soi et des règles. Vous pouvez réformer les institutions par les meilleurs constitutionnalistes si vous avez des tricheurs dans le pays, majoritairement. Si vous cautionnez cette tricherie par l'impunité, si vous cautionnez cette tricherie par la victoire de ceux qui auront utilisé ces moyens, nous aurons toujours une gouvernance biaisée. Donc il faudrait que des travaux et des efforts soient faits pour que les citoyens soient éveillés, mais bien éveillés, que les gouvernants sachent pourquoi ils ont été portés au pouvoir. Mais quand vous regardez le cursus de nos gouvernants, c'est généralement des gens qui ont un appétit légitime et qui se disent, bien, voilà, il faudrait user de toute la ruse et de la malice nécessaire pour conquérir le pouvoir. Est-ce que c'est leur faute? C'est d'abord leur faute. Ils ne sont pas préparés. Peut-être que l'appareil qui est là, l'appareil étatique, leur permet de le faire. Il y a les failles dans la Constitution. Il n'y a pas de faille. On dit par exemple... Celui qui veut modifier la Constitution dit, mais la Constitution elle-même a un tel article dit qu'on peut me modifier. Le problème n'est pas là. Le problème est, quand vous avez des populations qui pensent qu'un pays se développe avec la fortune de celui qui va diriger, vous voyez le travail qu'il y a à faire. Quand on est dans un pays où c'est la lâcheté qui est la règle, c'est-à-dire que par notre éducation, par exemple, on n'ose pas dire les choses. On craint de les dire, parce que quand vous les dites, évidemment, il y a des expéditions, il y a des représailles, des représailles, des expéditions punitives. Alors forcément, on reste sclérosé dans la pensée unique. Moi, je pense que c'est une question d'éducation. Et quand vous dites qu'il faut tropicaliser, tropicaliser pour moi ne signifie pas la promotion des mauvaises valeurs. Non, pas les hommes, généralement, quand on parle... Est-ce qu'il ne faut pas laisser à l'Afrique le temps d'inventer sa démocratie? Est-ce qu'on va laisser... Les nations européennes ont eu plus de 200 années de réflexion, de pratique avant d'être là aujourd'hui. Est-ce qu'on est obligé de faire aussi 300 ans pour que les gouvernants... Mais pourquoi ne pas laisser à l'Afrique le temps de chercher sa marque? Finir, s'il vous plaît. Pour que les gouvernants sachent que leur travail, c'est d'œuvrer pour le bien-être de leur peuple. Est-ce qu'il faut que nous attendions 400 ans? Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas fabriqué de voitures, nous n'avons pas fabriqué d'avions. Oui, est-ce que nous devons, est-ce que nous devons nous dire, bon, comme ce n'est pas nous qui avons inventer l'avion, l'aéronef, il faudrait que nous continuions d'aller à la nage. Non, les autres ont fait. Et il y a des valeurs universelles. Il y a des droits universels. On voit comment ça s'est fait ailleurs, on s'efforce de le faire et on adapte. Qu'est-ce que ça dit? En Europe, par exemple, c'est des pays froids. Donc, ils ont tendance à trouver du chauffage. Il ne faut pas ramener le chauffage au Bénin. Ici, il fait chaud, il faut faire du froid. C'est le même métier. Quand vous allez étudier dans les universités françaises et qu'il y a un budget alloué pour le sel,
pour déverglacer les routes, il ne faut pas venir copier celle au Bénin, il fait chaud. C'est ça l'effort d'adaptation. Oui, donc il faut laisser quand même le temps d'adapter, justement. C'est ça l'effort d'adaptation. Quand on est dans un pays où c'est le pétrole qui est abondant, vous ne pouvez pas gouverner un pays où il n'y a pas de pétrole en comptant par exemple sur les ressources qui proviendraient du pétrole. C'est ça l'adaptation, c'est ça l'intelligence. Il ne s'agit pas, donc quand on a pris les institutions qui ne sont pas adaptées, que voulez-vous dire? Je ne suis pas contre la monarchie. Il y a la monarchie qui fonctionne. Dans certains pays européens, parce qu'il y a un consensus. Royaume-Uni, oui. Ici, ce n'est pas la monarchie, ce sont des critères. Corruption, paresse, tricherie, autoritarisme, totalitarisme. C'est plutôt ces critères pensée unique, c'est-à-dire que c'est l'homme qui doit être réformé. Il doit être formé lorsqu'il ne l'est pas, il doit être bien formé, et s'il est bien formé, il faut le réformer, et que les fausses valeurs ne soient pas instituées en vertu. Regardez par exemple ce qui vient de se passer dans notre pays. Je veux parler des concours frauduleux. Les règles sont sûres. Si nous voulons des cadres compétents, il faut qu'ils soient bien formés, donc il faut qu'ils soient bien recrutés. Or, tout le monde s'accorde pour entretenir un système de fraude. Nous sommes toujours dans la tentative de fraude. C'est humain, donc, il faut le corriger. C'est plutôt la fraude qui empêche la bonne marche de la démocratie. C'est l'absence de compétences, de contrôle de ces compétences, de rigueur, et de sanction des dérapages, c'est-à-dire d'impunité qui encourage ces facteurs. Il faudrait que nous nous parlions et que nous sachions que, ce faisant, nous ruinons nos propres efforts et que on peut continuer à crier la démocratie ne marche pas, ne marche pas. Respectons les règles du jeu, ça ira mieux. Et si ça ne va pas, on corrigera. Moïse Soudé, c'est votre avis également? Oui, vous savez, les gens viennent au pouvoir juste par intérêt. Et on ne pense pas à mieux faire. Moi, je dirais que la tricherie est génétique chez certaines personnes. Parce que quand les lois sont votées, les lois existent, pourquoi ne pas les respecter? Si déjà au sommet de l'État, les lois ne sont pas respectées, ne demandez pas aux citoyens moyens de respecter les lois. Et c'est pourquoi je dis, c'est l'homme est au centre de ces réformes-là. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut la promotion des compétences. Parce que quand vous mettez des médiocres à des places données et qu'ils découvrent un matin que là, il peut se faire beaucoup d'argent, ils ne seraient pas d'accord de partir. Donc je crois qu'il faut d'abord travailler sur les hommes, mais obliger les hommes au pouvoir à respecter les lois en vigueur, même si c'est contre vos propres intérêts. Vous savez quand même qu'en Afrique, c'est difficile de frapper aussi fort quand on sait que quand je veux frapper Moïse, il se trouve un lien de parenté avec Maître Alain Oronla. Il y a de la complaisance. Si je ne me reproche, moi, celui qui ne veut frapper, s'il ne se reproche rien, si entre-temps il n'a pas trempé dans des coups tordus, qu'il frappe. Parce que le meilleur président... C'est facile de trouver justement un président aussi propre qui arrive au pouvoir sans... S'il n'est pas mu par la recherche de ses propres intérêts, il peut frapper. Il a à un moment donné de sa vie trempé, il s'est mis dans des faux coups. Donc c'est difficile dans ces conditions. Ah non. Et on a vu dans des voies en Afrique du Sud, quand les présidents sont trempés dans des coups, on les oblige à quitter le pouvoir. Il va falloir que dans les pays francophones, qu'on fasse la même expérience. Si un beau matin on découvre que celui qui nous dirige, c'est un voleur, excusez le terme, qu'on le remette à la justice et que son compte soit réglé. Dès qu'on va sacrifier quand même un homme haut placé dans l'appareil étatique, je crois que les gens vont se ranger. C'est parce que celui qui est là, il vole, personne ne dit rien. Celui qui est sous lui se dit, bon, il faut légitimer le vol. On a légitimé le vol, on a légitimé la corruption. Et tout le monde vole. Tous les présidents africains volent. Ils volent. Ils sont au pouvoir. Et quand ils quittent le pouvoir, on voit comment ils vivent. Alors, dans ces conditions, est-ce qu'il faut donner raison à l'ancien président français Jacques Chirac qui disait que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie? Non, lui, ça c'est une autre réalité, c'est de quoi il parle. Oui, mais au regard de tout ce que vous venez d'énumérer, il y a de la complaisance, il y a de la corruption, il y a de la fraude. C'est vrai. Mais lui, il n'a pas dit ça dans ce sens-là. Oui, mais cela existe dans d'autres pays, mais pas à l'échelle qu'on observe aujourd'hui sur le continent africain. Est-ce que les Africains sont prêts pour la démocratie? Non, les dirigeants africains ne sont pas prêts pour la démocratie. Oui, les dirigeants sont élus par les populations. Vous pensez que les résultats des élections, c'est forcément ce qui est issu des urnes? Oui, mais les populations sont là, elles ne disent rien, elles acceptent. À partir du moment où vous acceptez, ça veut dire que vous consommez. Vous non, tout à l'heure, le maître a dit, ceux qui doivent parler ont peur des récriminations, ne parlent pas. Il va falloir que désormais, que tout le monde parle. Parce que c'est une complicité tacite. Parce qu'on a vu que c'est mauvais, mais on dit bon, on dit certainement... Culturellement, en Afrique, on parle, on dénonce le chef.
il y a aussi... Mais on ne dénonce pas le chef. Le chef est toujours beau en Afrique. Je suis d'accord. Le chef ne fait pas on ne dénonce pas le chef. Mais sur la place du village, on parle du chef. Oui, on dit ce que le chef a fait de mauvais. On ne le dit jamais officiellement. Ça se chuchote. Mais oui, mais il va falloir que ne prend le devoir pour dire que le chef doit partir. Que des gens se lèvent, que des gens acceptent de se sacrifier pour que la démocratie africaine revive. Sommes-nous prêts à nous sacrifier? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à se sacrifier? Je sais qu'il y a des gens qui veulent... Combien sont-ils? C'est vrai que c'est un petit nombre, mais il faut les encourager. Parce que ça commence par les populations. Ouais, la grande masse, pour les encourager, la grande masse est analphabète. Sur l'Europe pour les encourager. C'est pourquoi j'ai dit que nos pays sont indépendants, mais qui sont encore sous tutelle de la France. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que Jacques Chirac, en sautant, avait raison? J'y viendrai. Moi, je n'ai pas la prétention de donner des leçons. Je sais que la tâche n'est pas facile, mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas facile qu'il ne faut pas démarrer. Parce que si vous avez un robinet qui se vide et que vous avez de grosses factures, il faut à un moment fermer. La responsabilité n'est pas qu'imputable au chef, bien qu'ils doivent porter principalement cette responsabilité. C'est tout un peuple. C'est toute une nation qui sont maintenus dans l'ignorance pour qu'on ne sache pas ce qui se passe. Donc, c'est un travail à tous les niveaux et mettre en place les paramètres et les paradigmes qu'il faut pour que les choses aillent dans le bon sens. Et là-dessus, je rebondis sur vos phrases. C'est vrai que les phrases sont choquantes, comme on dit, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. J'étais dans une posture d'indignation quand vous entendez des phrases l'Africain n'est pas prêt ou n'est pas mûr pour la démocratie. Je le prends à mon compte. Il y a même pire. L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire. Je rajouterai une troisième petite phrase, cette fois-ci d'un Africain qui a été qualifié de blanc. La raison est hélène, l'émotion est nègre. Nous sommes trop émotifs. Nous sommes dans l'émotif, dans l'émotionnel, pas suffisamment dans la raison. Et c'est la raison qui doit guider nos actions. La raison, les valeurs de tolérance, l'acceptation de la contradiction et pas l'imposition de la pensée unique. Que ce soit un régime monarchique, on peut avoir de la démocratie et surtout de la bonne gouvernance. Ça peut être un régime républicain. Nous avons opté pour la République. Je crois que nous avons des intellectuels qui travaillent depuis la République du Dahomey qui a été proclamée, on l'a maintenue. Dans une République, on a un président qui est élu et qui rend compte. Ce n'est pas un chef, c'est un président au service des autres. Et quand il n'est pas au service des autres, en Afrique, le chef n'est pas au service des autres. Tout le monde est au service du roi. Et d'ailleurs, vous voyez, je pense que nous sommes les principaux responsables puisque vous voulez privilégier ce que vous appelez la nature ou la culture de l'homme africain dans laquelle moi c'est un constat. C'est un constat qu'il faut corriger. Je dis que l'Africain a du mal à se détacher de sa culture. Quand on est sale, on se lave pour être propre. Oui, mais est-ce que l'Africain comprend que... Parce que quand vous dites qu'on est sale, est-ce à dire que sa culture est sale? C'est pas que sa culture est sale. Non. C'est pour ça que sa manière de fonctionner. C'est pour ça que je réfute que vous imputiez à notre culture et à notre nature les vilains réflexes. Les études qui ont été menées et les réflexions qui partent de ce que la culture du nègre l'empêche d'évoluer ou que parce qu'il est sous le soleil, il ne peut pas travailler, on s'y est opposé. Et ne pas être corrompu. Je suis africain, profondément et fondamentalement nègre. Ma culture... Les anciens royaumes africains étaient bien gérés. Ma culture n'encourage pas le vol, n'encourage pas la paresse. Mais non, c'était bien géré. Non, et je vous dis... Il faut dépasser ce que vous voulez appeler culture et nature pour aller vers les vraies valeurs. Quand il s'agit de biens collectifs, on l'entretient ensemble. Et celui qui ne l'entretient pas est en infraction. Donc, alors, vous voyez que nous avons des possibilités. Vous savez, vous parlez de corruption. Au village, le cadre qui a détenu le bien de l'État et qui va au village et qui construit des écoles, qui construit des marseillages, ce qu'on appelle le droit de reconnaissance. Ne dites pas à ce peuple-là de venir le dénoncer, parce qu'à un moment donné, il a fait leur bonheur. Non. Et l'Africain a du mal à se retourner contre son bienfaiteur. Non, ne dites pas l'Africain. Ce n'est pas vrai. Bon, il y a certains peuples africains. C'est les hommes. C'est pas l'Africain. Partout, vous avez dit, quand ça nous arrange, on dit qu'il y a la corruption aux États-Unis, qu'il y a la corruption. C'est les règles qui limitent, on dit, la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Si il y a des sanctions, c'est parce qu'on estime... Qui va sanctionner? S'il vous plaît, il y a les sanctions, il faut les appliquer. J'ai envie d'avoir beaucoup de biens, mais ce n'est pas pour ça que je vais aller chipper les biens d'autrui, parce que je sais que si je le fais et que si je suis pris, je serai sanctionné. Donc je m'abstiens. Mais si je ne suis pas sanctionné, j'y vais. Et c'est ce qui se passe. Les voleurs de moutons, on les calcine,
on les emprisonne, mais les voleurs du peuple, ils sont honorés. Alors, tant que ça va continuer, et ne me dites pas qu'on a besoin forcément d'être américain ou européen pour comprendre et intégrer qu'il y a des règles, des valeurs élémentaires de gestion et pas d'autres. Et qui existaient dans le temps ancien. Moi, je dis, nous réclamons des valeurs, africains. Nos rois. Pourquoi cela a changé? Je ne veux pas. Ça a changé tout simplement parce qu'on est allé de manière... À l'école du blanc. Pas à l'école du blanc. On veut faire comme le blanc. Non, pas du tout. On le fait mal. On le fait mal parce qu'il y a de l'impunité. Et c'est ça le vrai problème. C'est ça les vraies valeurs. Et quand on veut punir, c'est généralement des règlements de compte, c'est encore un travers. L'Africain n'est pas voué à la fatalité. Il y a des mécanismes simples sur lesquels il faut agir. Il y a des pays en Afrique où on a amorcé ce travail et ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien au Botswana. Dans les pays ça se passe bien au Rwanda, en dépit du gros problème que constitue le président Kagame. C'est une question de la lutte contre la corruption est là. Je donne l'impression peut-être d'être utopiste ou naïf ou idéaliste. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté à appliquer les règles, même celles qui nous ont été importées d'ailleurs, parce que nous n'allons pas réinventer là-haut. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais si le chef ne se reproche rien, il lui sera facile d'opérer. Mais si le chef, entre-temps, avait trempé dans des coups, il ne va pas accepter que la justice le rattrape. Donc, il faudrait qu'on ait des chefs, des présidents modèles, des présidents qui n'ont pas entre-temps trempé dans des coups. Parce que quand vous trempez dans des coups... Il va falloir aller les chercher à l'extérieur. Il vaut mieux. Merci Moïse Soudé, merci Maître Alain Roula, Madame, Monsieur. C'était notre premier sujet en décryptage. Nous lançons à présent notre deuxième débat qui nous emmène au Nigeria où le gouvernement du président Buhari, puisqu'on parle justement de corruption, le gouvernement de Buhari a constaté un détournement de 15 milliards de dollars dans des contrats fictifs d'armement par l'équipe de l'ex-président Goodluck Jonathan. Mais le président Buhari, est-ce qu'il pourra vraiment aller jusqu'au bout de ses ambitions de lutte contre la corruption sans se faire taxer de chasseur de sorcières? Nous lançons le débat après cette virgule. Ce qu'on dit. Ben voilà, le débat nous rattrape. Moïse Soudé, un cas pratique. Est-ce que vous pensez que l'actuel président nigérian pourra aller jusqu'au bout de sa lutte contre la corruption sans être traité à un moment donné de se livrer à la chasse aux sorcières? Parce que s'il le fait jusqu'au bout, il risque de décapiter l'opposition politique au Nigeria. Je suis d'accord. Le régime de Goodluck Jonathan a profité de l'euphorie qu'avait le peuple nigérian pour lutter contre Boko Haram, pour détourner les fonds. Si aujourd'hui, on a des cas avérés qu'il y a des gens qui ont trompé, je crois que le président Buhari est venu pour mettre en place un état de droit. Il faut appliquer la sanction. Parce que si vous n'appliquez pas la sanction, vous ne pouvez pas récupérer. Ça fait mal qu'on dit, on cherche de l'argent pour que l'Afrique se développe, mais d'autres s'en mettent plein les poches. Aujourd'hui, le président Buhari, il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre et on sait de quoi il est capable. Qu'il frappe fort, même si dans son entourage, qu'il y a des gens qui Il n'a peut-être rien à perdre, mais il a des enfants. C'est ça aussi la mentalité chez nous. Il a des enfants. Et à partir du moment où vous êtes un chef d'État, à partir du moment où c'est de l'autre côté, c'est l'opposition, est-ce qu'il aura vraiment la main libre? Parce oui, il a la main libre. On peut confondre justement cette lutte. Il veut ramener dans la caisse de l'État. Il veut ramener dans la caisse de l'État ce qui appartient à l'État. Si quelqu'un a volé ce qui appartient à l'État, c'est-à-dire ce qui appartient à tout le monde, le président est dans l'obligation de récupérer le bien, quitte à décapiter l'opposition. L'opposition n'était pas là pour tremper dans du faux. Quand vous faites de l'opposition, vous trempez dans du faux et que la justice vous rattrape, vous devez répondre. Vous devez payer. Vous devez payer, c'est clair. Donc c'est ce qui appartient à tout le monde. Vous avez pris encore que on vous a mis là pour lutter contre Boko Haram. Vous devez acheter les armes. On se rend compte après que l'argent est ressorti, mais sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a pas d'armement. Donc il faut rembourser tranquillement. Si vous ne remboursez pas, on vous met en prison. Même si c'est un enfant de Buhari qui est impliqué, il doit donner le bon exemple pour qu'on puisse sentir qu'en Afrique, les Africains sont vraiment décidés à lutter contre la corruption. Parce qu'en Occident, on se dit non, dès qu'un président commence, il ne va pas au bout. Moi, j'encourage le président Buhari à aller au bout. Dès qu'il va frapper, c'est tellement que dans les autres pays africains, notamment au Bénin et ailleurs, ça va faire école. On a frappé déjà ailleurs, mais ça n'a jamais fait école dans d'autres pays africains. Maître Alain Roula, cette lutte contre la corruption du président Muhammadu Buhari, est-ce que vous pensez qu'elle pourra aller jusqu'au bout sans qu'on ne traite le président, l'actuel président nigérien, de vouloir décapiter l'opposition nigérienne? Non seulement je pense que le président Buhari ira au bout,
j'espère, je lui souhaite et je voudrais que tous l'accompagnons de nos bons voeux pour qu'il mette à néant, qu'il réduise à néant ce fléau qui gangrène nos populations. Je rappelle que c'est l'un des projets clés du candidat Bouhari et il s'y est attelé. Alors, craindre la chasse aux sorcières, ben, s'il y a des sorcières, il faut les chasser. Nul doute aujourd'hui que le Nigeria, sous l'administration du président Jonathan Goodluck, c'était une mafia qui s'est installée. Et ce pays, qui a une ressource essentielle, première puissance, qui aurait pu avoir des infrastructures dignes d'une grande nation, qui pourrait même être regardée comme une référence depuis les États-Unis, peine parce que les milliards de dollars, vous vous rendez compte, 15 milliards de dollars, monsieur, rien que au niveau de l'armée, s'évaporent. Je crois que la lutte contre la corruption, ce n'est pas un rappel aux vertus, mais c'est une nécessité. C'est indispensable de mener cette lutte de manière implacable, quels que soient les sacrifices à consentir. Et je crois que la chose se fait très bien et efficacement. Ce n'est pas une question de mettre en prison, de couper les têtes, de couper les doigts, c'est de recouvrer ce qui a été détourné massivement. Et là, il y a des punitions. On peut punir, mais je crois que c'est à l'administration du président Bouhari de doser. Le plus efficace, c'est de démontrer que l'impunité ne sera plus reine. Et de deux, c'est de recouvrer ces ressources qui servent à aller développer des nations déjà développées, alors pourtant qu'il y a beaucoup de choses à faire au Nigeria. Et tout autour, nous avons intérêt à ce que ces fonds rentrent. Et manifestement, le président Bouhari a de la réussite, apparemment un peu plus que son prédécesseur, pas Goodluck, Obasanjo, puisque il y a de ces prévaricateurs qui, sous la menace, remboursent au moins pour partie ce qui a été détourné. Donc c'est ça l'efficacité. Le but du jeu, c'est de re-rentrer les nombreux milliards de dollars qui se sont évaporés et d'arrêter. Je terminerai, peu importe le prix à payer, il faut rentrer les ressources. Parce que si les ressources ne sont pas là, il n'y a pas de pays Nigeria. Il n'y a pas de pays Nigeria. C'est surtout les caciques. Ce ne sont pas les caciques, ce sont ceux, c'est les voleurs, c'est les voleurs, s'il vous plaît. Qui sont à la tête. Mais écoutez, c'est naturel, c'est eux qui ont géré le pays, c'est pas le PDP qui est poursuivi. Ce sont les dirigeants qui, au lieu de consacrer l'argent du Nigeria au développement du Nigeria, se les sont mis dans la poche. Ce n'est pas une question de chasse contre le PDP, contre l'opposition. C'est ceux qui ont dirigé pendant 2 mandats et qui ont volé. Ce ne sont pas tous les dirigeants du PDP qui sont poursuivis. Et la lutte se fait avec discernement, puisque le premier responsable de cette administration, je veux parler du président Jonathan Goodluck, n'a pas été brutalisé. Je terminerai. Pour l'instant. Écoutez, si les affaires sont trop nombreuses et que toutes se rapportent à lui, parce qu'il est quand même responsable, je ne dis pas qu'il a tout volé, il a facilité, il a favorisé et il a pu être débordé. Donc c'est vous dire que ce combat est mené avec discernement, avec doigté. Je vais terminer là-dessus en vous disant, voilà, une administration qui a fait le choix de la corruption et de la mafia, je veux parler de l'administration précédente, celle du président Bouhari, et cette nouvelle administration a fait le choix de la lutte contre la corruption et de l'impunité. Ça veut dire qu'on peut être africain et progressiste, qu'on peut être africain et agir sur les petits leviers qui font que nous devons être fiers et dignes d'être africains. L'Africain, il ne faut pas qu'il soit le paramètre de la négativité, de l'incapacité, de la faiblesse. Nous revendiquons des droits universels, comme par exemple le droit à la vie, le droit à la liberté d'opinion, la liberté de penser. Nous avons le droit à une bonne gouvernance, à une tranquillité dans la gouvernance. Alors très rapidement, Moïse Soudé, est-ce que vous ne craignez pas une crise politique au Nigeria? Non, non, on ne s'attaque pas à un parti. On s'attaque à des gens qui, entre-temps, ont dirigé et qui s'en ont mis plein les poches. S'ils ne veulent pas être poursuivis, qu'ils remboursent simplement. Ce qu'ils ont pris, sinon moi je demanderai à l'administration de Bouhari de mettre la main sur le bien. Parce que ça fait mal que des gens soient au pouvoir et chaque jour, on érige des bâtiments avec l'argent du contribuable. Alors que cet argent-là, on pouvait l'utiliser pour construire des centres de santé, pour construire des hôpitaux, pour construire des écoles. Aujourd'hui, si quelqu'un est impliqué, ce n'est pas le parti qui a détourné, ce n'est pas l'opposition qui a détourné, ce sont des individus. Des individus. Donc chacun doit pouvoir répondre des actes qu'il a posés. Si quelqu'un a pris et que l'argent est encore avec lui, pour éviter d'aller en prison, qui se dépêche d'aller rembourser tranquillement. Merci Moïse Soudé, merci Maître Alain Oula. Madame, Monsieur, c'était notre deuxième débat de ce jour. Voici un nouveau point de l'actualité, c'est le Flash.
Au moins 16 civils ont été massacrés dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une attaque dans un village de la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la région de Béni et aux confins de l'Ituri voisine, les rebelles ougandais de l'ADF sont régulièrement accusés d'être les responsables d'une succession de massacres et d'attaques contre des civils. Le Conseil constitutionnel tchadien a confirmé dans la nuit de mardi à mercredi la réélection pour un 5e mandat du chef de l'État Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans dès le premier tour de la présidentielle du 10 avril. Idriss Déby a obtenu 59,92% des voix suivi par le chef de file de l'opposition Saleh Kebzabo. La police kenyane a annoncé avoir arrêté 3 Kenyans suspectés d'appartenir à un réseau terroriste œuvrant pour le groupe État islamique et qui prévoyait, selon elle, une attaque à l'entrace, des affirmations tempérées mercredi par des sources sécuritaires occidentales. Mohamed Abdi Ali, le leader présumé du groupe, a été arrêté au Kenya et est en détention pour 30 jours, le temps pour les enquêteurs d'assembler les preuves. Le décryptage se poursuit sur Sika. Une infographie réalisée par nos confrères du magazine Jeune Afrique a démontré que 54% des résolutions prises depuis 2006 par les Nations Unies ont été consacrées à l'Afrique et pourtant rien ne semble véritablement évoluer dans les pays concernés par ces résolutions. On se pose alors la question de savoir l'utilité de ces résolutions, notamment pour les pays africains. Est-ce qu'il ne faut pas changer de méthode? Je vous propose de retrouver nos invités pour en débattre juste après cette virgule. Le débat se poursuit sur ce plateau avec Moïse Soudé, il est journaliste et analyste politique, et Maître Alain Orunla, avocat exerçant au Bénin. Maître Alain Orunla, depuis 10 ans, l'Afrique s'est taillé la part de lion en matière de résolution, les résolutions des Nations Unies. Sur les 633 résolutions qui ont été adoptées depuis 2006, on a constaté que 345 ont été consacrés à l'Afrique, sans que réellement rien ne change dans ces pays qui sont concernés par ces résolutions. Dites-moi, à votre avis, à quoi servent concrètement les résolutions des Nations Unies? Est-ce qu'il ne faut pas changer le moyen de pression sur ces pays? D'un mot, je voudrais déjà faire observer que ce triste record de l'Afrique pour les résolutions des Nations Unies sont l'illustration de ce que l'Afrique est l'enfant malade du monde, comme le Bénin l'était naguère pour l'Afrique, du continent africain. Et ceci est imputable à ses chefs. Pour reprendre ce que dit le président Obasanjo, ce sont les leaders africains donc, qui créent cette insécurité sur le continent et qui s'avèrent totalement incapables d'éteindre le feu qu'ils ont allumé, de régler pacifiquement les problèmes. Essentiellement, je pense les sources externes, on peut toujours les limiter. Je dis, il faut prendre nos responsabilités. Je veux dire, il y a un proverbe ou un adage de chez nous qui dit que quand le mur n'est pas lézardé, le lézard ne rentre pas. Moi, je ne suis plus dans cette posture où il faut voir le danger ailleurs, l'ennemi ailleurs. C'est en nous-mêmes. Alors, est-ce que ces résolutions servent à quelque chose? Bien sûr que le continent africain intéresse beaucoup, comme il a intéressé dans un passé lointain et même un peu plus récent. Et les gesticulations des Nations Unies ou du Conseil de sécurité, au sein duquel nous n'avons aucune voix, on n'a pas de droit de veto, témoigne donc de cet intérêt qu'on nous porte malgré tout, même si on joue les pompiers après avoir été pyromanes. Et je crois qu'on fait service minimum pour qu'il n'y ait pas non-assistance à un continent en danger. Ceci étant, les résultats sont là, c'est-à-dire que rien n'avance concrètement. C'est vrai qu'il y a toujours... on frôle le pire, mais on essaie de nous ramener. Il faudra changer de méthode. Et c'est au sein de l'Union africaine ou d'une autre organisation un peu plus crédible, c'est-à-dire au sein de nous-mêmes, que nous devons trouver les ressources pour éviter les conflits. C'est un sujet sur lequel nous allons certainement revenir dans un de nos prochains numéros. Très rapidement, oui, Moïse, moi je constate simplement que ces résolutions
enlise l'Afrique davantage dans les crises. Il va falloir que le Conseil de sécurité trouve d'autres moyens pour aider l'Afrique, si on veut vraiment aider l'Afrique. Mais si on doit aider l'Afrique, ça doit partir des Africains eux-mêmes. Il faudrait que l'Union africaine cesse d'être un machin et qu'on trouve de bonnes méthodes pour pouvoir aider les Africains à mieux diriger les États. Parce que tant que nous-mêmes, nous n'allons pas faire l'effort d'arranger les choses chez nous, ne demandons pas aux autres, parce qu'ils vont nous aider en fonction des intérêts en jeu. C'est un sujet sur lequel nous allons revenir dans l'une de nos prochaines éditions de cette émission Angle de Vue. Madame, Monsieur, le temps est complètement fini. Nous sommes obligés de mettre fin à cette émission Angle de Vue de ce jour. Les résolutions des Nations Unies, 54% de ces résolutions ont été consacrées au continent africain. Nous allons y revenir. Merci de nous avoir suivis. C'était le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Très bonne suite de programmes sur Sika et www.sikatv.info.